Ce matin, dans approximativement 30 minutes, c'est ma première shot de testostérone à vie. Fait que 0 jour avec la testostérone. 1 mois sur la testostérone. 2 mois sur la testostérone. 3 mois sur la testostérone. 4 mois sur la testo. 5 mois sur la testostérone. La moitié d'une année, genre 6 mois déjà sur la testostérone. 7 mois sur la testo. 8 mois sur la testostérone. 9 mois sur la testostérone. 10 mois sur la testo. 11 mois sur la testo. Ça fait déjà 1 an que je prends de la testo et je suis vraiment content de tous les changements que je vois. Surtout ma voix, là, on va le voir beaucoup dans la vidéo et ça peut juste aller en s'améliorant, je me dis. Déjà 1 an. Ça, c'est l'histoire de Jeanne Rochelot-Matt, une jeune Québécoise qui a entamé une transition, qui s'est même fait opérer et qui l'a amèrement regretté. Je me suis dit qu'il fallait prendre un exemple réel. Nous avons beaucoup parlé de wokisme, mais il était important que les gens réalisent au travers d'un exemple concret pourquoi nous estimons que les politiques qui sont menées dans ce sens-là sont absurdes et même criminelles. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, qui voulaient lancer des business en Afrique notamment et générer des revenus complémentaires, sachez que j'organise 2 journées de formation, une à Montréal le 16 novembre et une autre au Maryland le 30 novembre, pour vous partager mon expérience sur le continent et vous montrer les meilleures opportunités dans lesquelles vous pouvez placer votre argent sans être obligé de revenir vous installer en Afrique. C'est un moyen, bien évidemment, de contribuer à ce que les choses changent sur place, mais aussi, clairement, de fructifier votre épargne. Pour réserver vos places, donc, juste en dessous, vous avez des liens sur lesquels vous pouvez cliquer en commentaire. Pour rappel, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, nous mettons à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Le numéro s'affiche. Si vous cherchez aussi un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, on a ce qu'il vous faut. Vous avez les liens en description. J'ai une annonce pour toi. Si tu me suis depuis quelque temps maintenant et que tu veux réellement investir en Afrique pour développer ton patrimoine, par exemple, tu dois absolument participer au challenge que j'organise mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine. À partir de 20 h chaque soir, je vais donner une série de formations, mais surtout d'exercices. C'est pour ça que c'est un challenge que je t'invite à relever. Au terme de ces 3 jours, tu vas connaître le business qui te correspond le mieux à lancer en Afrique et le plan de déploiement pour pouvoir le lancer assez rapidement. Ce que je te propose, c'est de t'enregistrer tout de suite parce que c'est une session gratuite que j'organise. Malheureusement, le nombre de places étant limité, seuls ceux qui se seront inscrits pourront y participer. Et puis, élément très important, une fois que vous serez inscrit, il faudra absolument participer à tous les exercices parce qu'à la fin des 3 jours, je réserve un certain nombre de cadeaux aux personnes qui auront été les plus présents et participatifs afin de vous encourager dans votre démarche entrepreneuriale. Prenez donc vos places maintenant. L'événement approche à grands pas. Alors, je voudrais qu'on revienne aujourd'hui sur l'exemple concret de Jeanne Rochelot-Matt, qui a fait une transition et qui l'a clairement regretté, afin que l'on puisse mettre du doigt un exemple concret parmi tant d'autres des réalités des personnes qui transitionnent et dont on ne parle quasiment jamais. Les vidéos que vous avez vues au début qui présentaient Jeanne en train de s'injecter, en réalité ont démarré quand Jeanne avait simplement 16 ans. À 16 ans, Jeanne a commencé à s'injecter de la testostérone après 2 rencontres avec une endocrinologue de la clinique. C'est son médecin de famille qui l'y avait référé car il avait peu d'expérience en la matière. 2 ans auparavant, en pleine pandémie, la curiosité de Jeanne avait été piquée en visionnant un stream sur la plateforme Twitch. Un des participants venait de révéler son changement de genre en direct. Pour la tomboy aux cheveux longs qui s'était toujours intéressée au sport et aux voitures, c'était une révélation. Et là, c'est Jeanne qui parle. J'ai dit, c'est quoi ça, être transgenre? Je suis allé chercher tout de suite après sur mon téléphone et quand j'ai vu la définition, j'ai fait, oh, ok, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint. Une fille qui se trouve plus masculine, ça a pas mal l'air d'être moi.
Alors, malgré sa phobie des aiguilles, elle finit par apprendre à s'injecter de la testostérone dans la cuisse. Le timbre de sa voix chute, on le remarque d'ailleurs dans les vidéos qu'elle tourne mois après mois. Son visage et son corps se masculinisent. Et après 5 mois de testostérone, Jeanne sait déjà qu'elle est prête pour la prochaine étape. Elle dit « Mes seins, je voyais ça comme un blocage pour être un gars officiellement à 100%. » Son endocrinologue lui fournit alors une lettre d'appui pour une double mastectomie, ce qui au Québec est possible à partir de 16 ans. Avant 2017, aucune jeune fille mineure ne subissait de mastectomie au Québec. L'an dernier, il y en a eu 18. Son opération, remboursée par la Régie de l'assurance maladie du Québec, a eu lieu en août dernier. Elle le regrettera presque immédiatement. Après avoir enlevé mes bandages, j'ai vu mes cicatrices et qu'il n'y avait vraiment plus rien. Là, j'ai fait « Oh !» Sa chirurgienne l'avait averti qu'elle risquait de vivre un deuil qui allait probablement s'estomper par la suite. Elle cesse alors de s'injecter de la testostérone et n'a pas recommencé depuis. 2 mois après sa mastectomie, Jeanne contacte la clinique privée où elle a subi son opération. Elle veut détransitionner et aimerait savoir quand elle pourrait espérer une reconstruction mammaire. Là, c'est Jeanne qui parle. Ils m'ont dit que je devais attendre 2 ou 3 ans et avoir un suivi psychologique pendant plus d'1 an. Ce qui la surprend. Et elle dit, car avant de m'enlever les seins, ils ne m'ont pas demandé de suivi psychologique. Donc, quand on veut t'enlever le sein, on ne te demande pas de suivi psychologique. Quand tu dis que tu veux revenir à la personne que tu étais avant, là, non, on dit qu'il faut te suivre. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas bien. Dans un sens, précise-t-elle, j'avais un dégoût d'être une femme à cause de cet événement-là. Ce n'est qu'aujourd'hui que Jeanne réalise l'impact potentiel de cet événement sur ses choix. Selon plusieurs chercheurs, un traumatisme comme une agression sexuelle peut agir comme un déclencheur vers une dysphorie de genre. Aujourd'hui, Jeanne apprend à accepter les changements permanents causés par la testostérone. Permanents. Comme sa voix basse et graveleuse. Elle reçoit beaucoup de commentaires à ce sujet et songe à suivre des cours de pose de voix pour la féminiser. Elle terminera ce printemps son cours de coiffure, mais pour le moment, elle n'a pas les moyens de s'offrir une reconstruction mammaire. Elle dit « Je trouve que quand on transitionne, il y a beaucoup de monde qui nous accueille. Personne ne nous remet en question, constate-t-elle. Tandis que quand on arrive pour détransitionner, tout à coup, on est moins dans la liste des priorités. » Elle se rappelle que sa propre chirurgienne lui avait confié après sa mastectomie que s'il s'agissait de ses propres enfants, elle ferait tout à son pouvoir pour retarder l'opération le plus longtemps possible. Une affirmation que ce médecin nous a confirmée au téléphone tout en soulignant que Jeanne a été la seule de ses patients à détransitionner. On se rend donc bien compte ici qu'il y a, dans un sens, toutes les facilités quand on veut changer de sexe, alors même qu'on est encore adolescent. Mais quand on décide qu'on s'est trompé, qu'on veut revenir si possible, eh bien là, on se retrouve seul. J'ai estimé qu'un exemple comme celui-ci valait 1000 mots, 1000 explications, et qu'il fallait que les gens se rendent bien compte que ce ne sont pas des jeux, que quand on commence déjà à prendre des hormones, on entre dans un chemin de non-retour. Et clairement, malheureusement, beaucoup de personnes comme Jeanne, aujourd'hui, dans plusieurs pays dans le monde, sont en train de porter plainte aux établissements, aux médecins qui les ont opérés, estimant qu'ils étaient mineurs, qu'ils n'étaient pas en âge de décider, et donc qu'ils veulent bien évidemment être dédommagés. C'est assez grave comme situation, et je pense que ce genre de cas, rien que le fait que ce genre de cas survienne, devrait remettre en question la facilité avec laquelle on accorde ce genre de traitement à des mineurs. Ce sont des enfants. Comment imaginer qu'un enfant de 9 ans, par exemple, puisse être en âge de comprendre ce qui se passe? Quand je serai grand, je serai une fille. Je lui dis, mais non, Sacha, tu seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mise à pleurer. Je savais que j'étais une fille, mais je le disais pas. Pourquoi tu le disais pas? Parce que j'avais peur qu'il m'accepte pas. Est-ce que ça a été facile d'expliquer à ta maman que tu te sentais fille?
T'as dit ça comment? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit je suis une fille. Et qu'est-ce qu'elle a dit, maman? D'accord. Il y a comme cela, malheureusement, de plus en plus d'absurdités. L'enfance est bien une période dans laquelle on doit être protégé. C'est une période dans laquelle on doit être encadré. Le mot enfant a bien un sens. Ça signifie qu'on n'est pas en capacité de prendre certaines décisions. Et c'est aux parents de bien évidemment assumer. Alors maintenant, il faut aussi le dire, il y a des parents woke eux-mêmes qui entraînent leurs enfants dans des chemins assez spéciaux. Mais que des enfants fragiles, à partir de 9 ans, commencent à entrer dans des processus, je trouve ça pour le moins grave. Je ne sais pas si ça vous inspire, vous, mais moi, ça me fait réfléchir. Vraiment. Je terminerai en rappelant que cette question-là, bien évidemment, a beaucoup évolué en Europe notamment. La Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, qui ont longtemps été à l'avant-garde des soins pour les jeunes transgenres, dans les dernières années, ont tous imposé des restrictions d'âge au traitement pour les adolescents. La Suède et la Finlande ont renoncé aux bloqueurs de puberté, sauf dans un cadre de recherche. Les deux pays ont aussi limité à 16 ans l'accès aux hormones de l'autre sexe. Quant aux mastectomies, elles sont interdites aux mineurs, alors que les Suédois étaient les premiers à envoyer les enfants faire ce genre de choses. Le Danemark et la Norvège sont en processus d'évaluation de directives similaires. Quant au Royaume-Uni, il a fermé Tavistock, sa principale clinique de soins transgenres, à la suite de la poursuite d'une des transitionneuses. S'en est suivi une profonde remise en question des méthodes d'évaluation des ados transgenres dans le pays. En Finlande, ce sont paradoxalement les recherches menées par la première clinique de santé transgenre du pays qui ont en partie mené à l'imposition de restrictions. Derrière ce changement de cap, on retrouve Ritarketu Kaltiala, psychiatre en chef au département de santé de l'adolescence à l'hôpital de l'université de Tampere. Celle-là même que le gouvernement finlandais avait chargé des années plus tôt en 2010 de mettre sur pied le premier programme national de santé trans pour les jeunes. Bref, les amis, c'est un sujet, je pense, assez important et c'était important pour moi de m'exprimer là-dessus. C'était une parenthèse importante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Peace.